À l'approche de l'élection présidentielle, les candidats multiplient les promesses et grands discours. Mais derrière les slogans, que contiennent réellement leurs programmes? Dans cette vidéo, nous décortiquons les propositions majeures de chaque candidat: économie, emploi, sécurité, jeunesse, santé, gouvernance. Quels sont les points forts et les faiblesses de leurs idées? Qui présente un projet concret et qui se limite aux effets d'annonce? Nous analysons avec objectivité, en comparant les programmes pour aider les citoyens à comprendre les enjeux et à faire un choix éclairé. Une vidéo indispensable pour ceux qui veulent voter intelligemment et éviter les promesses impossibles à tenir. Abonne-toi pour plus d'analyses politiques claires, neutres et accessibles. Il y a peut-être un monopole de fait, mais pas un monopole de juré dans la loi. Donc, s'il y a des opérateurs économiques, s'il y a des gens qui ont envie d'agir dans la distribution de l'électricité, il n'y a pas de problème. Maintenant, la production est libre. C'est les coûts de production qui peuvent expliquer un certain nombre de choses et non un monopole éventuel. Sur la justice, il faut dire que la justice parfaite n'existe pas. On a vu que l'actuel président américain a failli être un prisonnier, il est même condamné. Il y a encore des procédures à la justice. Et lui-même, dans son propre pays, tout président qu'il est, il passe son temps à dénoncer des juges gauchistes ou je ne sais quoi. Donc, il faut faire très attention lorsqu'on dénonce une justice des vainqueurs, comme si on voulait une justice des vaincus. On a l'impression que c'est les vaincus qui veulent que leur justice soit exécutée quand ils dénoncent la justice des vainqueurs. C'est un débat ancien. Ça fait 15 ans qu'on est dedans. On doit pouvoir évoluer un peu. La justice des vainqueurs, au Sénégal actuellement, c'est quelle justice on a? C'est quelle justice on a? Hier, peut-être sous le président Macky Sall, c'était la justice des vainqueurs. Aujourd'hui, quelle justice on a? Avec peut-être un Premier ministre qui se plaint de cette justice qui le rend encore inéligible, mais qui traque certaines personnes qui dénoncent aussi la justice des vainqueurs. Terminons par la France. Certains peuvent applaudir les déboires de Sarkozy. Mais lui, il dénonce, il n'est pas content. Marine Le Pen, elle dénonce, elle n'est pas contente. Des magistrats sont menacés en France, pays démocratique. Donc, quand on connaît tout cet environnement, on essaie d'être prudent quand on parle. Et puis, je continue sur la dette pour dire que, voyez-vous, la Côte d'Ivoire doit avoir en termes de ressources internes à peu près, disons, je ne sais pas les chiffres précis, comme vous-même dites, tout le monde n'était pas précis. On peut penser que la Côte d'Ivoire elle-même a 8 000, 9 000 milliards par an. Mais lorsqu'on a fini de payer les salaires, lorsqu'on a fini de payer quelques frais de fonctionnement de l'État et une partie de la dette, mais il ne reste plus rien. L'État est au rouge. Peut-être même avons-nous à peine la capacité de gérer ça. La Côte d'Ivoire elle-même peut-être ne gagne que 8 à 9 000 milliards an. En interne, en ressources fiscales, au petit, 8-9 000 milliards. Quand on a fini de payer les salaires, quand on a fini de payer les charges de l'État et régler quelques petits problèmes, on ne peut même pas peut-être approvisionner les hôpitaux. On ne peut rien donner aux écoles. On ne peut rien construire. C'est cela la réalité de la dette. Et je pense, moi je suis pour qu'il y ait de plus en plus de transparence et que les dirigeants viennent pour dire. Ça existe d'ailleurs dans le budget, mais très peu lisent le budget. Le budget est public, cette transparence est à la disposition de tout le monde. Mais ils ne le lisent pas, les uns et les autres qui parlent. Lorsqu'ils parlent des affectations de la dette, personne ne lit. Il est important que chacun lise le budget et sache que sur les 17 000 milliards, voici ce que la Côte d'Ivoire dépense pour les fonctionnaires. C'est qu'elle dépense pour tous ses agents. D'ailleurs, les ratios dits ont été élevés et la BCAO a des critères, il fallait les diminuer, les salaires. Il doit avoir une part des ressources fiscales ou autres. On essaie de faire des efforts, mais c'est difficile. Il y a les charges de l'État. Pendant ce temps, alors que c'est déjà élevé, la prime est réclamée. Si on entre dans la prime pour les enseignants, ça fait 500 milliards à 1000 milliards en plus. Mais je pense que peut-être pour faire baisser la pression à un moment donné, peut-être si l'élection passe, s'il y a d'autres perspectives, le président, en côté des efforts qui sont faits, ou le gouvernement, il pourrait encore accéder à une partie de ces primes, mais c'est encore peut-être la dette. Toutes les augmentations qui ont eu lieu depuis des années, avec les accords sur la trêve, on nous parle de 500 milliards, de 1000 milliards, mais c'est l'argent qu'on ne produit pas forcément. Tout ça, la dette est tirée dedans. Il est important, je pense, je lance cet appel, au-delà des débats de campagne, des débats politiciens et partisans, il est important qu'à un moment,
les spécialistes de la question viennent pour dire la dette, voici ce qu'on a pris. Aujourd'hui, on est à 40-50 000 milliards. Mais ça a été investi, ça n'a pas été détourné. C'est des soupçons, des allégations de détournement sans aucune preuve. Et il est important que dans des débats publics sérieux, on sorte des soupçons, des allégations et des incantations. Des incantations, des détournements, des suspicions qui ne sont pas fondées sur des faits. C'est très, très important. Dans le discours public qui doit être très rigoureux. Donc, je tenais à dire ces choses-là. Et puis, on aura certainement l'occasion de revenir sur... D'accord, surtout qu'on doit passer au prochain candidat. Arthur Banga. Il faut éviter les choses qui sont fausses. Voilà pourquoi c'est important d'avoir des chiffres et de ne pas prendre son ressenti. D'abord, un historien doit le savoir parce qu'on travaille sur des sources. Je demande à tous les internautes qui nous suivent de taper prix de l'électricité en Afrique de l'Ouest. Tu peux taper des roues. Parce qu'il a dit que le prix du kilowattheure en Côte d'Ivoire est inaccessible. C'est un mensonge. Allons doucement. Hein. Non, les prix ils vont taper, ils vont lire ce que je lis. Les prix de l'électricité en Afrique de l'Ouest varient considérablement avec des tarifs souvent plus élevés dans des pays comme le Bénin, 127 francs le kilowattheure, le Mali, 109 francs le kilowattheure, d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, environ 79,86 francs le kilowattheure pour les ménages. C'est un mensonge de venir dire en Côte d'Ivoire, c'est plus cher. D'autant plus qu'au Burkina, c'est 121 francs CFA le kilowattheure. C'est pour ça qu'il faut arrêter de prendre votre faux ressenti pour ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est ce qui est structuré. Sur lesquels on fait des recherches, des enquêtes. Vous avez menti tout de suite sur le prix du kilowattheure parce que pour vous, les chiffres, il faut les rejeter. Il faut aller, si on a croisé quelqu'un qui a fait, donc on a fait. Si on a croisé quelqu'un qui a mangé, donc on a mangé. C'est faux. Et tu es un historien, c'est dangereux. Allons doucement. On travaille sur des sources, sur des chiffres, sur des données. Et les données du kilowattheure sont là, elles sont claires. La Côte d'Ivoire, elle est un des pays qui a le prix de l'électricité le plus bas d'Afrique de l'Ouest. Arrêtez de dire des choses fausses à la télé aux heures de grande écoute. D'accord, très bien. Docteur Koulibaly. Oui, je dirais que je comprends le collègue. Hein. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont tellement d'attentes et c'est normal. Nous attendons beaucoup de ceux qui nous dirigent. Donc, c'est normal qu'il y ait ce genre d'appréhension. Mais honnêtement, au niveau de la dette ivoirienne, je reviens là-dessus. Lorsque vous allez sur le site du ministère de l'Économie et des Finances, vous verrez que le budget est en ligne. Le budget de l'État de Côte d'Ivoire n'est pas secret. C'est un document qu'on peut télécharger, lire et voir les lignes de financement. Et nous qui sommes dans l'administration, on sait qu'il y a beaucoup d'infrastructures qui sont en cours de réalisation. Donc, on pourrait dire que quelque chose est réalisé. Je préfère ne pas me prononcer sur les questions de corruption. Parce que parler de corruption, il faut avoir des preuves. Le soupçon, c'est normal. Le bénéfice du doute, c'est normal. La présomption d'innocence, c'est normal. Tant que nous n'avons pas des enquêtes sérieuses démontrant qu'il y a eu des corruptions, je considère ça comme juste des soupçons, des appréhensions. Mais ce qui est important, c'est de se rendre à l'évidence que nous sommes dans l'ère du libéralisme. Et dans le libéralisme, un État ne peut pas prétendre se développer sans contracter des dettes. Ce n'est pas possible. On ne peut pas se contenter de nos ressources intérieures et se développer comme on veut, sauf si on veut se développer à pas de tortue. Mais en voulant un développement rapide, il faut forcément renforcer les ressources intérieures par des apports extérieurs. Le plus important, c'est de se demander est-ce que nous avons les capacités de rembourser les dettes que nous contractons. Si oui, est-ce que nous les affectons à des dépenses permettant à l'État de Côte d'Ivoire de se développer? Si oui, c'est normal. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, on peut passer au prochain candidat, si vous le voulez bien, monsieur, ou quelqu'un veut revenir sur le premier sujet? Bon, si vous permettez. Hein. Oui, allez-y. Alors, je n'ai pas dit que c'était excessif. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. Et je souhaiterais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Demander à je vais réitérer, hein, je suis désolé. C'est dangereux pour un historien. C'est la seconde fois que je vais réitérer. S'il vous plaît. Voilà, je vais pas quand même... On a bien commencé, les gens nous suivent. Allons-y doucement. J'ai dit, je vais recadrer parce que vous ne pouvez pas sortir mes propos de leur contexte. Au niveau du social, la politique qui a été menée, il y a plusieurs promesses qui n'ont pas été tenues. On a parlé de mettre fin au monopole parce que le coût de l'électricité... Ici, on n'est pas au Burkina. Voilà, on est en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est le président burkinabé qui a été élu. Voilà. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, s'il vous plaît, ne pas... Pardon. Si Arthur souhaitait pendant que je parle, je pense que ça va faciliter les choses. Non, s'il vous plaît, laissez-moi faire la police. Vous avez la parole, allez-y, parlez. D'accord, donc c'est ce que je vais dire. Alors, je réitère pour dire, vous voyez que le niveau social, personne n'en parle. Hein. On prend des coûts, voilà. Je n'ai pas dit que c'est le plus élevé dans la sous-région. Nous, notre capacité productive d'électricité, ce n'est pas la même chose que dans les autres pays, donc on ne peut pas avoir le même coût.
On ne peut pas avoir le même coût. Alors, D'accord. revenons encore à un élément important pour montrer que le social est raté. Quand un pays est développé, on ne le fuit pas. La Côte d'Ivoire a un taux très élevé au niveau des jeunes. Bon, un pays est développé et les jeunes quittent le pays. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Tunisie, j'oublie l'année, disait une fois que quand en Tunisie, il y a peut-être 5 ou 6 corps qui sont repêchés, il y a 3 Ivoiriens, c'est vérifiable. Un pays qui va bien, il ne fait pas fuir. Un pays qui crée des richesses, on reste pour les... Vous voyez Trump, aux États-Unis, il barricade, il y a une police contre l'immigration parce que les gens viennent dans son pays. Mais les Américains ne fuient pas le pays. Voilà. Donc il y a aussi un contraste. Très bien. Je résume pour dire qu'il y a un contraste entre les chiffres annoncés, c'est ce que j'appelle le discours triomphaliste de la croissance et les réalités. Au niveau du social, c'est un échec. Ben voilà. Très bien. Ali, permettez-moi de réagir. Ah, décidément. Bon, allez-y rapidement. Non, mais M. Deroux, vous avez dit que le prix du kilowattheure à Côte d'Ivoire est inaccessible. C'est inaccessible, là, c'est faux. Parce que le prix du kilowattheure en Côte d'Ivoire est l'un des plus bas en Afrique de l'Ouest. Vous avez parlé de l'immigration. D'abord, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai travaillé sur le profil des migrants. Effectivement, le profil des migrants, docteur Fofana en avait parlé la dernière fois, beaucoup ont ri. Non, le profil des migrants, un pauvre ne migre pas. Hein. La migration, là, pour quitter ici, jusqu'en Tunisie, c'est 2-3 millions. Donc, ce n'est pas les questions d'argent. Ce n'est pas un pauvre qui migre. Un pauvre ne migre pas. Hein. Un pauvre ne peut pas migrer. Donc, quelqu'un qui a 3 ou 4 millions dans son pays pour migrer, il n'est pas pauvre. Il a d'autres aspirations. En fait, quand on parle du socialisme, c'est faux. Le social est bon. Et comme vous ne voulez pas avoir des données, vous refusez d'avoir des sources, moi, je dis aux Ivoiriens, chacun a son ressenti. Donc, on va tous se ficher sur le ressenti. Qui mesure le social dans le monde? C'est le PNUD. Il a un taux qu'on appelle le taux de pauvreté. Si le taux de pauvreté a baissé, c'est que ta politique sociale est bonne. Il y a un autre truc qu'on appelle l'IDH. Si ça a augmenté, c'est que ta politique sociale est bonne. Et donc, quand je me fixe sur ces deux choses-là, la Côte d'Ivoire a réussi des choses, des performances qu'elle n'a jamais obtenues. Donc, se venir s'asseoir tous les jours, comme on entend souvent, les chiffres macro sont bons, mais le micro est mauvais, c'est faux. Parce que dans la politique, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, là, depuis 70 et les années 80, on ne paye plus de filets sociaux. C'est la première fois qu'on le fait. La CMU, j'étais le premier à dire que la CMU ne fonctionnait pas. J'ai rattrapé ça, puis je suis venu dire que j'ai mon ami qui s'est fait un scanner à l'hôpital de Toumaudi à 2000 francs avec sa CMU. Pas plus tard que hier, dans tous les hôpitaux qui sont fichés, qui sont reconnus, 70% des examens des diabétiques et des hypertendus sont pris en charge par la CMU. Donc, venez dire que la politique sociale, quand on dit que la politique sociale, on doit évoluer, oui, mais dire que c'est un échec, c'est faux. C'est totalement faux. Et les chiffres l'attestent. Les chiffres du PNUD, les mesures de la CMU. Je peux encore citer beaucoup de chiffres qui l'attestent. Tu as peut-être un problème avec les chiffres. Arrête de te tromper sur tes faux ressentis. Ces chiffres, c'est la méthode de l'historien. Et je répète, c'est la méthode de l'historien. On vous a entendu.